comment intituler ça? On l'avait intitulé un petit peu différemment sur le dépliant de notre université d'automne. Moi, j'ai pensé que parler de défis, c'était une façon de cerner bien les questions que je vais essayer de traiter. Alors, le défi, en fait, ça n'a rien d'original. Tout décideur politique est confronté à des défis de divers ordres, aussi bien techniques que moraux, que juridiques, que d'opinion, etc., etc. Bon. Les défis de l'Europe agricole en particulier, évidemment, ont leur particularité, ne serait-ce qu'à cause de l'ancienneté de la PAC. Voilà, alors, de la politique agricole, comme je dis la PAC, vous saurez de quoi il s'agit. Alors, on en vient maintenant donc au vif du débat, qui va prendre la forme, comme toujours, d'un PowerPoint. Voilà. Donc, les défis de la politique agricole européenne. Alors, je la montre sous les yeux, donc je me donne un maximum 1 heure pour nous garder 1 heure à peu près de discussion et d'échange, et sûrement pour laisser la place à tous les apports que vous pourrez faire aussi, parce que je sais très bien qu'il y a aussi dans cette salle, même si dans le public que nous avons aujourd'hui, des gens qui certainement sur tel ou tel aspect de la politique agricole en général, voire de la politique agricole européenne en particulier, ont certainement des connaissances et des éléments d'information que je n'ai pas, que j'ai essayé de rassembler, bien sûr, mais du mieux que j'ai pu. Alors, pourquoi les défis? Bon, la notion de défi, j'en ai dit un mot, c'est parce que quand on est en position de décider devant une population, que ce soit celle même d'un simple village ou d'une petite ville, et a fortiori celle de l'Union européenne qui compte aujourd'hui 450 millions d'habitants, et qui est la première puissance économique mondiale, d'ailleurs, il faut le rappeler. Donc il faut arbitrer entre toutes sortes de contraintes. C'est ça que j'ai essayé de regrouper sous la notion de défi. Alors ces 4 défis, moi, c'est une lecture qui est un petit peu aléatoire, qui a ses raisons d'être, mais qui pourrait être discutée, évidemment. Le premier défi, c'était d'atteindre et de préférence de dépasser l'autosuffisance alimentaire. Au lendemain, 12 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour ainsi dire le jour d'après. Hein, quand on voit les choses en perspective, on se dit que 12 ans, c'est une période bien courte. Ensuite, ça nous a amené à des situations assez nouvelles qu'il a fallu gérer. Ça aussi, c'était un défi. Et puis, vers la fin du siècle précédent, donc, on a commencé à parler de manière de plus en plus insistante des transitions qui étaient nécessaires, donc j'en dirai un mot, pour arriver aujourd'hui à un défi qui est nouveau, dont on a du mal à cerner les contours d'ailleurs, parce que chaque jour nous apporte son lot de nouvelles informations. De notre côté, quand je dis notre côté, c'est du côté des Européens, on réagit parfois trop lentement et très lentement, et puis parfois plus rapidement. Je donnerai des exemples que ce qu'on pourrait imaginer. Donc voilà les 4 défis, moi, que j'ai repérés. Mais peut-être, alors là, je vais essayer de tester votre attention, parce que quand je parle d'Europe, toujours je dis, bon, est-ce qu'on peut quand même rappeler quelques fondamentaux? Et puis j'ai scrupule à le faire, parce que je me dis, tout ça, c'est archi connu, tout le monde est au courant. Et bien souvent, on me dit, non, il faut le faire quand même, parce que l'Europe, on n'y comprend que dalle. Bon, alors, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai, mais quand même, il y a, si vous voulez bien, je vais prendre quelques minutes pour rappeler des fondamentaux sur le fonctionnement de l'Union européenne, parce que la PAC se situe dans ce contexte-là. Si on n'en rappelle pas les éléments, on perd quelque chose. Alors, la première chose à rappeler, c'est que l'Union européenne, c'est une construction institutionnelle complètement originale, qu'on n'a jamais vue nulle part, et qui fonctionne pas si mal, et qui a vraiment cette particularité de conjuguer à la fois les attentes des peuples, les attentes des États, bon, qui théoriquement devraient coïncider, mais on sait bien que ce n'est pas toujours le cas, et donc tout ça pour profit pour se retrouver dans une démarche vraiment communautaire qui est celle de la Commission. Alors le triangle institutionnel, bon, il est principalement composé de trois acteurs. Le Conseil, je ne dis bien pas le Conseil européen, le Conseil, qui est le Conseil des ministres en fait, on dit le Conseil. Le Parlement, donc vous savez qu'il est élu au suffrage universel depuis 1979, donc c'est assez ancien, mais ça n'a pas été le cas pendant les 20 premières années de la communauté européenne, comme ça s'appelait à l'époque. Et puis bien sûr la commission, on dit la commission, qui est
a certaines caractéristiques d'un gouvernement, mais pas toutes. C'est un exécutif, il n'y a aucun doute là-dessus, mais elle a aussi, alors d'abord, il n'est pas élu, bien que la présidente de la commission ou le président de la commission doivent faire l'objet d'une élection devant le Parlement. C'est le seul membre de la commission qui est soumis à ça. Les autres, ils sont soumis à un truc qui est complètement nouveau et très original. Ils sont audités par le Parlement. Et le Parlement arrive à les retoquer sans pour autant qu'il y ait une élection. C'est très particulier comme système. Mais on a vu dans le passé des gens qui avaient été pressentis par leur gouvernement pour être commissaires. Alors, il est faux de dire qu'ils représentent leur pays. Ils ne représentent pas leur pays, ils sont désignés par leur pays. Et bien entendu, une fois qu'ils sont membres de la commission, ils doivent prendre en charge, comme tous les autres, l'intérêt communautaire. Mais on a vu des gens qui ont été retoqués, pour des raisons très différentes, hein, les soupçons de corruption, en tout cas de conflit d'intérêts, des paroles malheureuses qui avaient été prononcées sur, je sais pas, sur l'homosexualité ou des choses comme ça. Donc le Parlement a son mot à dire aussi. Et ce n'est pas vraiment une élection, c'est un truc très particulier. Par contre, une fois que le président de la commission a nommé son équipe, là, elle est validée par le Parlement. Donc ça, c'est le rôle de la commission. Pour le Conseil, c'est les ministres qui se réunissent pour arrêter, en co-législation avec le Parlement, l'essentiel de la matière législative européenne, qu'on appelle, vous savez, les directives. Il y a deux formes, principalement, les directives et les règlements. Si vous voulez, on précisera, mais je pense que vous savez tout ça. Alors, les niveaux de la délégation de compétences, alors là, voilà, j'ai trouvé ce schéma aussi sur le triangle institutionnel qui n'est pas très bon, puisqu'on voit 6 acteurs là, donc en plus des 3 que je viens de citer, il y a aussi la Cour des comptes, qui a toute son importance, même si exactement comme la Cour des comptes en France, telle que nous la connaissons, elle a ses vertus, elle a ses inconvénients, c'est qu'elle intervient après coup, mais par contre, ces interventions après coup peuvent donner à des rétrocessions, à des amendes, à des sanctions, s'il y a lieu, qui peuvent être tout à fait sévères. Bien sûr, il y a la Cour de justice des communautés européennes, qui existe depuis l'origine, et qui est vraiment l'arbitre, une instance juridique d'une importance tout à fait considérable, même si ce n'est pas celle qui fait la une des journaux tous les jours. Et enfin, il y a ici en haut donc, le Conseil européen. Alors, le Conseil européen, c'est une instance qui ne décide pas, mais qui arrête les grandes orientations, et ce sont celles qui ensuite vont se traduire à travers la matière législative européenne. Bon, le triangle institutionnel, il est à 3, et on peut considérer aussi, si on le regarde d'une certaine manière, qu'il est constitué de 6 acteurs, mais qui ne sont pas tous, évidemment, ni au même niveau de compétence, ni passés devant les mêmes responsabilités et les mêmes modes de désignation. Sur la commission, un élément qu'il faut rappeler toujours, ça figure toujours dans les traités, c'est qu'elle est gardienne des traités, c'est-à-dire qu'elle a toute autorité pour traduire, notamment devant la Cour de justice des communautés européennes, un État où tout acteur collectif, elle peut traduire à travers les États, elle peut traduire des administrations, des entreprises, qui sont en infraction avec les règles européennes. Alors pour fonctionner tout ça, il y a toute une série d'agences de l'Union européenne, donc elles sont disséminées un peu partout sur le territoire européen. Il y en a une soixantaine à peu près, elles sont de divers ordres. Il y a déjà des agences qui sont des agences d'exécution, qui sont véritablement l'administration qui met en musique les décisions, la matière législative européenne. Il y a des agences qui sont plus tournées vers de la concertation dans les matières où la législation européenne ne relève pas d'une compétence exclusive. Alors il y en a quelques-unes en France aussi, hein, vous les avez là, voilà, vous trouverez ça sur Internet facilement. Il y a des trucs dont on n'entend vraiment pas souvent parler. Hein. L'Office communautaire des variétés végétales, bon, moi-même j'ai découvert ça ici, là. Alors on a hérité, par exemple à Paris, on a hérité d'une autorité bancaire européenne, c'est pas inintéressant, qui était à Londres évidemment. On a vite fait de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Un mot sur la délégation de compétences. Parce que l'Union européenne, donc, est un ensemble supranational et non pas international comme l'est par exemple le Conseil de l'Europe, qui n'a rien à voir institutionnellement. Donc c'est un ensemble supranational auquel les États membres ont décidé, à
travers le traité de Rome, et tout au long des traités qui ont suivi, il y en a eu un certain nombre, le dernier en date c'est celui de Lisbonne de 2009, de déléguer des compétences. Alors cette délégation de compétences, elle s'effectue selon un certain nombre de principes, dont certains sont entrés un peu dans le vocabulaire courant, on va le voir. Le premier principe, il paraît de soi, mais ça va mieux en le disant, c'est le principe d'attribution. C'est-à-dire que l'Union européenne ne peut exercer ses prérogatives que dans les domaines qui ont été effectivement définis par les traités qui lui ont été confiés par cette délégation. Un principe de proportionnalité, c'est-à-dire que l'Union européenne ne doit pas, donc la Commission, c'est la Commission qui est chargée de mettre ça en musique, ne doit pas intervenir, même dans des domaines sur lesquels, qui sont de sa compétence, un titre ou un autre, en mettant ou en exigeant ou en mobilisant des moyens qui vont paraître disproportionnés par rapport à la question d'un traité. Ça paraît une évidence, mais ensuite, comme on le sait, c'est dans les détails ensuite qu'il faut voir comment les choses se passent. Alors le principe de subsidiarité qui est plus intéressant, parce que personne ne connaissait ça avant que l'Union européenne se mette en place. Le principe de subsidiarité, ça veut dire que l'Union n'intervient que sur les sujets où l'action de l'État n'est pas, ou l'action des acteurs locaux, ça peut être les régions aussi, n'est pas plus efficace ou moins coûteuse, ou les deux. Voilà. Alors la subsidiarité, ben, nous on connaît ça par exemple, c'est le principe qui a présidé à la mise en œuvre de notre décentralisation, qui a maintenant plus de 40 ans, donc on s'est habitué, mais subsidiarité, en France on ne connaissait pas avant. On connaissait que la centralité jacobine, que les préfets, bon, bien sûr, les conseils généraux existaient déjà, mais la subsidiarité, il a fallu qu'on se forme à cet état d'esprit un petit peu nouveau qui conduit toujours à réfléchir quel est le niveau le plus pertinent pour prendre en charge tel type de problème. Et puis, alors, on cite toujours les trois principes que je viens de rappeler, et puis, de temps en temps aussi, il y en a qui disent aussi, et puis il y en a un au-dessus de tout ça, c'est la primauté du droit européen. Et la primauté du droit européen, ça aussi, ça paraît une évidence. Dans la hiérarchie des normes, le droit européen, lorsqu'il a été adopté, qu'il entre en vigueur, prime sur le droit national. Donc ça, c'est une évidence. La hiérarchie des normes, elle existe dans d'autres domaines. Quand la France signe un traité ou adhère à une convention internationale, les principes et les obligations qui sont nées de cette adhésion priment sur la pratique et les usages, voire même des règles de droit existantes. Celles-ci doivent, c'est le juriste dans la salle pour me dire si je disais une bêtise, mais je n'ose pas le faire, si des règles de droit existantes entrent en conflit avec une règle de droit internationale qui a été adoptée, librement et après discussion, eh bien cette règle de droit devient caduque, voire doit être purement et simplement annulée. Donc primauté du droit européen. Alors c'est pas mal de le rappeler quand même, parce que de temps en temps, vous savez, dans le feu disons des tumultes que nous connaissons actuellement, il arrive aussi que des gens qui se passent pourtant pour de grands Européens disent « Ah oui, mais finalement, il faudrait quand même qu'on s'exonère d'un certain nombre de choses, notamment sur des sujets très brûlants, comme la question des migrations. Hein, on a entendu ça dans la bouche de Michel Barnier, ce qui a été quand même assez surprenant, mais bon, comme quoi la démagogie peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment, mais enfin bon, voilà. Donc, d'où l'importance de rappeler la primauté du droit européen. Alors, il y a une dernière chose, ou une chose importante à rappeler, c'est que cette délégation, évidemment, elle se décline à travers un certain nombre de niveaux. Il y a des compétences exclusives, donc qui sont véritablement du ressort de l'Union européenne, et donc c'est la Commission européenne qui doit les régler, qui doit les gérer. Alors, la politique européenne en faisait partie à l'origine, tout à fait à l'origine, puisque c'était le gros morceau, on va y venir, du budget européen, de l'action de l'Union européenne, qui s'appelait à l'époque plutôt marché commun, hein, on s'en souvient, marché commun, puis communauté économique européenne. Bon, c'est devenu Union européenne au traité de Nice en 2001. Dans des compétences exclusives, alors les traités commerciaux, je crois que je vais le dire juste après, des compétences partagées, où l'Union européenne ajuste son action ou élabore son action en concertation avec les États membres, des compétences d'appui, qui sont des secteurs où l'Union européenne apporte des moyens, apporte un cadre,
favorise une concertation qui va conduire à l'élaboration de directives en matière juridique, donc qui sont la loi européenne, qui vont ensuite s'appliquer. Et puis il y a des compétences particulières. Alors, parmi ces compétences particulières, la plus importante, la moins connue, c'est la politique européenne et de sécurité commune. Donc une compétence particulière, j'essaie de me rappeler qu'il y a une autre compétence particulière. Ah oui, sur les questions d'emploi aussi. Il est entendu que tout ce qui concerne les conditions de travail, les relations de travail, etc., est une compétence des États membres, a priori, et non pas une compétence européenne. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour construire le marché commun, et pour créer les conditions de la libre circulation, non seulement des marchandises et des biens et des capitaux, mais aussi des travailleurs, eh bien, il a bien fallu ajuster un certain nombre de choses pour que le marché unique puisse enfin se réaliser. Donc, de fait, il est vrai qu'un certain nombre de matières sociales qui, théoriquement, étaient exclues des compétences européennes, ils sont rentrés par le jeu d'un certain nombre de circonstances, d'abord par le jeu normal, une législation qui s'élabore progressivement pour créer un marché unique, et puis aussi, bien sûr, par le jeu de circonstances. Le Covid a eu, avec tout le drame qu'il a pu représenter, a eu aussi un certain nombre d'avantages, dont celui de nous amener à quelque chose qui commence à ressembler à une Europe de la santé, donc qui est un pas supplémentaire qui va dans le sens d'une fédéralisation de l'Union européenne, et puis y compris à l'époque a été proposé un système qui était un système d'assurance chômage européen. C'est l'embryon d'un système d'assurance chômage européen, ça s'appelait SURE, et là on a eu une compétence particulière qui a été confiée à la Commission. C'était bien sûr Ursula von der Leyen qui était déjà aux affaires. Voilà à quoi sert tout ça. Alors les compétences exclusives, bon, on les rappelle évidemment rapidement, c'est quoi? C'est l'union douanière, pas de franchise douanière intégrale et absolue, c'est le principe entre les États. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formalités, hein. Vous le savez, je ne sais pas, quelqu'un qui va acheter une voiture en Allemagne ou en Italie parce qu'il pense qu'elle est moins chère, il aura quand même les formalités à remplir en France. Mais il n'y aura pas de taxe, de droits liés à l'importation de cette voiture, puisque l'union douanière est un principe, disons, d'application générale. Bon, les règles de concurrence pour le marché unique, ça c'est aussi une compétence exclusive de la Commission européenne. Alors pour les pays de la zone euro, et pour ceux-là seulement, qui sont quand même aujourd'hui 20, qui vont être 20, puisque la Bulgarie rentre dans la zone euro le 1er janvier 2026, pour 20 pays sur les 27, la politique monétaire est aussi une compétence exclusive, alors qui n'est pas confiée à la Commission, qui est confiée à la Banque Centrale Européenne, bien évidemment. Les accords commerciaux internationaux, alors sous certaines circonstances, parce que moi-même j'ai mal à suivre, hein, parce que des fois on se dit oui, mais ça va devoir être ensuite ratifié par les États. D'autres fois on voit que c'est la Commission qui prend qui a le droit de signer. J'avoue que c'est parfois un peu obscur, il faudrait être beaucoup plus pointu que je ne le suis pour vous donner plus d'éléments là-dessus, et je pense que ça serait assez fastidieux. Alors il y a aussi une compétence, ça c'est intéressant, ce qui est resté une compétence exclusive, alors que c'est assez proche des questions de l'agriculture, c'est la gestion des espaces marins, les plantes et animaux marins, donc une politique commune de la pêche, donc parce qu'on a conscience que la mer, c'est véritablement un espace commun, alors que l'agriculture ou les agricultures peuvent se décliner nationalement, régionalement, plus ou moins, donc il y a nécessité d'une politique commune, mais il y a nécessité aussi de l'adapter, alors que tout ce qui est espace marin, ben, ça paraît, enfin, du moins c'est comme ça qu'on peut interpréter le maintien de cette compétence exclusive, ça paraît bien comme quelque chose qui est un bien commun. Je pense que là-dessus, c'est une façon de voir avec laquelle on peut facilement être d'accord. Alors après Lisbonne, l'agriculture qui était jusque-là une compétence exclusive, à travers notamment un système qu'on appelle les organisations communes de marché, pour toute une série de produits, plusieurs dizaines, je ne sais plus exactement, devient une compétence partagée. Ça veut dire que toutes les mesures qui vont être prises, alors le traité de Lisbonne, on est il y a 16 ans en arrière, hein, toutes les mesures qui vont désormais être prises au titre de la politique agricole devront l'être, pourront l'être, devront l'être dans certains cas absolument,
en concertation étroite entre l'Union européenne, à travers le Conseil ou à travers les propositions de la Commission, et les États membres. Alors ça a mis, en fait, 12 ans à véritablement entrer en vigueur. On peut considérer que c'était entré en vigueur au début des années 2020, après plusieurs réformes, parce que là, j'aurais pu faire un exposé rien qu'en reprenant les jalons des différentes réformes de la PAC. On a l'impression qu'elle n'a pas arrêté d'être réformée, ce pauvre PAC, mais pour le bien de tous quand même, en tout cas, c'est l'idée. Alors, donc, accentué après la réforme de 2020, la mise en place de plans stratégiques nationaux qui déclinent la politique agricole commune. Alors, ça fait beaucoup discuter à ce moment-là, parce que maintenant, d'abord, c'est pas un truc qui fait encore une fois la une des journaux, et puis c'est un peu entré dans les faits, donc on n'en parle plus, mais j'ai le souvenir à l'époque d'un député européen donc, qui était un grand spécialiste des questions agricoles, qui était de notre région d'ailleurs, un député socialiste, on n'étonnera personne, qui est Éric Andrieux, qui était un Narbonnais, qui n'est pas allé jusqu'au bout de son mandat parce qu'il n'en pouvait plus, donc il a cédé à la place en 2018 à Christophe Cargeot. Éric Andrieux était vent debout, était un spécialiste des questions agricoles, il était vent debout contre cette manière de procéder, parce qu'il disait on est en train de renationaliser une politique agricole, alors que au contraire, jusque-là, on vivait dans une démarche communautaire où on cherchait l'intérêt général. Là, sa conclusion, est-ce que ça s'est avéré ou pas? Je ne serais pas capable de le dire, mais sa crainte en tout cas, son appréhension, c'était que du coup, on reparte vers des débats où les États membres allaient tirer la couverture chacun à lui, et surtout les grands pays agricoles. Donc on est plusieurs, hein, des pays qui sont plus industriels, mais les grands pays agricoles, c'est bien sûr la France, la Roumanie, la Pologne, l'Italie et l'Espagne, allaient tirer la couverture à eux, et qu'on n'arriverait plus à trouver un terrain d'entente. Alors ces plans stratégiques nationaux, donc ils ont fait l'objet d'une élaboration assez pointue, assez complète, et ils ont été validés par la Commission européenne. Donc c'est une manière quand même de maintenir un minimum d'exigences communautaires. Mais enfin, voilà, on est dans cette phase-là où la politique agricole commune, donc quelque part j'ai sauté jusqu'à l'aboutissement de ma présentation, mais là on est dans cette phase où la politique agricole fait l'objet d'une élaboration au niveau des États membres et d'une revalidation au niveau communautaire. En gros, c'est ça la situation. Alors la France dans tout ça, tiens, alors oui, venons-en quand même à la place de la France dans la PAC. Bon, la France, c'est celle qui touche le plus gros chèque de la politique agricole commune. Vous avez les chiffres ici, c'est les montants 23, mais je les ai rapportés moi au PIB 2024. Donc 9,4 milliards d'euros, c'est pas rien. Et ça fait 3% du PIB. Pardon, 0,3% du PIB. 3%, ça ferait beaucoup. Mais bon, c'est pas mal quand même, mais on voit qu'un pays comme la Pologne, la Roumanie, c'est 2,5 fois davantage. La Roumanie, c'est presque 3 fois davantage. Et alors la Hongrie, ça a été une surprise quand j'ai trouvé ces chiffres. J'ai dit non, la Hongrie, avec tous les emmerdes qu'ils nous font, ils arrivent quand même à toucher 1% de leur PIB, 20 milliards d'euros, 2 milliards d'euros sur 200 milliards d'euros de PIB. Alors, en fait, je n'ai pas ni voulu ni eu le temps de chercher plus loin. Il est possible que ce soit les montants prévus et que ce ne soient pas ces montants donc, qui sont dus quelque part, mais vous savez très bien que vis-à-vis de la Hongrie, on applique un certain nombre de dispositions liées à l'article 7, c'est-à-dire qui font qu'on retient une partie des sommes, l'Union européenne retient une partie des sommes qui sont dues au pays, au titre de non-respect d'un certain nombre de règles portant sur le pluralisme politique, la discrimination des minorités, des choses comme ça. Vous suivez assez bien l'actualité pour savoir à peu près de quoi je veux parler. Alors je reviens maintenant aux 4 défis, dont le premier objectif c'était atteindre l'autosuffisance. On était en 1957-58. Le problème, d'abord, c'est quoi l'autosuffisance? D'abord, tous les pays ne sont pas au même niveau.
Évidemment, l'Allemagne n'était pas autosuffisante sur le plan alimentaire en 1958, elle était quand même encore en pleine reconstruction. Et puis il y a des traditions agricoles, etc. Et puis il y a des produits très différents. Si on parle du vin ou des céréales, c'est une chose. Si on parle de légumineuses, c'est autre chose. Bon, voilà. Alors l'autosuffisance, c'est très difficile à mesurer en fait. J'ai cherché un chiffre qui me dirait l'autosuffisance en 1958 de l'Union européenne telle qu'elle était, c'est-à-dire on était dans une union à 6, était de temps. Je ne l'ai pas trouvé, tout simplement parce que c'est un chiffre à peu près impossible à élaborer, hein, encore une fois, pour les raisons que je viens d'indiquer. Le seul chiffre que j'ai trouvé qui ressemble un peu à ça, c'est quelque part dans un des nombreux textes que j'ai consultés, qui dit l'autosuffisance a été atteinte en 1970. Bien, d'accord. Donc ça veut dire qu'entre 1968 et 1970, a été mise en œuvre la PAC, et on peut considérer qu'à partir de ce moment-là, la question de la sécurité globale des approvisionnements alimentaires pour les États membres de l'Union européenne, qui étaient toujours à 6 en 1970, était à peu près acquise. Mais il est vrai qu'en 1958, on dépendait de qui? On dépendait beaucoup des États-Unis. On était sorti du rationnement, heureusement, mais on dépendait quand même beaucoup des États-Unis. Et puis on dépendait aussi à l'époque, surtout pour les céréales, de pays comme l'Ukraine, hein, qui a toujours été et qui est encore aujourd'hui un grenier à blé. Vous connaissez tous, on a tous appris ça à l'école, hein, le fameux Tchernozium de l'Ukraine, cette terre noire qui est si productive et si fertile. Bon, on achetait à l'époque ce dont on avait besoin, on l'achetait à l'étranger de toute façon, en Amérique latine aussi, puisque les pays d'Amérique latine ont été épargnés par la Seconde Guerre mondiale et ils étaient, bon an, mal an, des producteurs importants d'une partie des produits alimentaires dont nous avions besoin. Donc atteindre l'autosuffisance, mais pas seulement. Cet objectif, donc l'autosuffisance, c'est un thème très très général. Ça voulait dire qu'il fallait donc relancer, accroître la production alimentaire d'une manière générale, assurer des revenus satisfaisants aux agriculteurs. En France, notamment dans les années 50 encore, la population agricole, c'était quand même là que se trouvait l'essentiel des poches de pauvreté. Hein. Donc il fallait assurer des revenus satisfaisants aux agriculteurs, le tout à des prix convenables pour les consommateurs. Et tout ça devait être atteint, évidemment, avec les moyens, les outils dont disposait l'Union européenne, donc que j'ai rappelé tout à l'heure, qui faisait l'objet de ces fameuses compétences exclusives, l'union douanière et la responsabilité donc, de l'Union, au niveau de l'Union européenne, de la communauté, du marché commun, on disait à l'époque, de gérer les importations et les exportations avec un système de subvention à l'exportation pour que les prix soient concurrentiels sur le marché mondial, de restitution à l'importation lorsque les produits importés étaient trop chers, et évidemment un système de taxes à l'égard des pays tiers, le tout avec des prix garantis pour les agriculteurs et pour les producteurs. Le tout en respectant évidemment des principes qui étaient l'unicité du marché. On est toujours dans la phase initiale de la PAC, hein, dont on considère qu'elle est née en 1962, donc elle a été élaborée, si vous voulez. Ces grandes lignes ont été fixées par le traité de Rome, mais ensuite sa mise en œuvre et l'acte de naissance de la PAC, il est dans tous les textes que j'ai pu lire, il est situé en 1962. Donc, on veut faire un marché unique, donc principe de l'unicité du marché, solidarité financière, ceux qui sont gagnants, ben, il faut qu'ils arrivent ils seront peut-être davantage contributeurs nets, et la préférence communautaire, bien évidemment, on se fournit entre nous avant toute chose. Ça, c'était les principes de bon sens, de fonctionnement. Alors la PAC, donc, ça a été, j'en viens tout de suite à ce chiffre, mais on ne va pas s'y arrêter très longtemps. Dès l'origine, la PAC a représenté le gros morceau du budget de l'Union européenne, qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui en volume, mais qui était à peu près ce qu'il est aujourd'hui en pourcentage, c'est-à-dire autour de 1% du PIB. Peut-être c'était moins important à l'époque, mais je n'ai pas recherché ce chiffre. Mais ce qu'on voit sur cette courbe, c'est que, alors en bleu, ce sont les valeurs, les montants, qui ont évidemment gagné en importance au fil des ans, puisqu'on part de 1900, combien ici 1900, ah oui, on part de 1980,
et on arrive en 2024. Bon, donc les montants, évidemment, ont cru, mais vous voyez la courbe rouge, le pourcentage du budget européen consacré à la politique agricole commune, lui, a connu une décroissance considérable. Et alors, de temps en temps, je lis dans des articles que c'est le premier budget de l'Union européenne, c'est pas vrai. Le premier budget de l'Union européenne, il est ailleurs, il est dans tout ce qui est consacré au développement notamment. Bon. Mais il est donc passé de un peu moins de 80% du budget en 1980, tout à fait à l'origine, il était plutôt autour de 80, voire plus, et il est tombé aujourd'hui, le dernier chiffre que j'ai pu lire, celui-là a été confirmé de plusieurs sources, il est de 23%. Alors ça fait quand même un budget considérable, 23% d'une somme dont on va peut-être rappeler le montant. Alors parfois les gens sont un peu fâchés avec les milliards, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Quelqu'un a une idée de ce que représente le budget de l'Union européenne en chiffres gros, hein? Non? Notre économiste de service, Christian. Non. Alors, C'est très bien. combien tu dis? 300 milliards. 300 milliards. Non, c'est bon. Alors, en fait, l'Union européenne, petite parenthèse donc, a cette particularité que le budget s'élabore sur 7 ans. C'est ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel. Donc c'est intéressant parce que ça permet quand même d'avoir une vision longue. Le système est alors c'est préparé de longue haleine, vous en doutez. Hein. Nous, le budget français, on commence à le préparer, enfin, on le prépare toute l'année, mais disons que théoriquement, en situation normale, on est à peu près au clair sur ce que va être le budget à la fin du mois d'août. Mais le budget, on prépare actuellement le budget 2027-2034 et les discussions vont bon train déjà. Nous sommes en 2025, donc 2 ans, 3 ans, ouais, elles ont commencé déjà l'année dernière. Alors le budget global de l'Union européenne, sur le cadre financier actuel, donc sur le budget 2020-2027, il est de un peu plus de 1000 milliards d'euros, ce qui fait à peu près 150-160 milliards d'euros par an. Alors il est revu chaque année quand même, hein, pour tenir compte de divers éléments, de l'inflation, du départ du Brexit, évidemment, lui il a quand même un petit peu amputé en valeur le budget, pas en pourcentage, le départ du Royaume-Uni, évidemment, et puis voilà, tous ces éléments font que le budget est rediscuté quand même année après année, mais on a un cadre financier pluriannuel qui sert de tableau de bord, et donc c'est ça, 150-160 milliards d'euros par an. Ce qui fait combien Ça fait 32. Un peu moins de 2% du PIB européen, non? Non, c'est 1%. On est à 1% le PIB européen, on fait le compte, hein, ça fait 15 000 milliards, la France qui représente 20%, grosso modo, c'est autour de 3 000 milliards, on est dans les bons chiffres. Et je sais que de nombreuses voix s'élèvent, et les associations où je suis actif, évidemment, ne manquent pas d'abonder dans ce sens, pour considérer que le budget de l'Union européenne est trop faible. Il faudrait, dans l'idéal, il faudrait qu'il soit au moins qu'il double. Bon. Mais pour le doubler, ça veut dire qu'il faudrait que les États mettent la main à la poche. Alors il faudrait, je ne veux pas m'écarter de mon sujet là, mais pour que le budget augmente, il faudrait que la Commission puisse avoir des recettes propres, ce qu'aujourd'hui elle n'a quasiment pas. Alors il y a plein d'idées, la taxe au carbone, etc., pour que la Commission, que le budget européen soit alimenté par des recettes propres et non pas seulement par les contributions des États, qui est la principale ressource. Nous, la France, je crois qu'on paye 24 milliards d'euros et on reçoit, si on calcule comme ça, c'est un calcul évidemment parfaitement aberrant, mais évidemment il y en a qui ne se privent pas de calculer comme ça, dire oui, nous on donne 24 milliards d'euros, on ne reçoit que 19 milliards d'euros de subventions diverses. Oui, enfin, si on oublie tous les bienfaits que représente l'appartenance à cet ensemble énorme qu'est l'Union européenne, évidemment, on a tout faux. Bien, alors je reviens à la PAC, donc, qui a perdu en importance, et puis, bien sûr, qui a aussi connu un certain nombre d'évolutions pour n'être plus seulement ce qu'elle était au début, c'est-à-dire garantir des prix aux agriculteurs, veiller à ce que les productions soient au rendez-vous, gérer les importations et les exportations. La PAC aussi, elle a changé un petit peu de nature, donc c'était son premier défi aussi, à un moment donné. Alors c'est là, je pense qu'on en arrive là. Non, un dernier élément.
avant de passer à la suite, c'est que un des éléments qu'il fallait gérer aussi, c'était cette tendance qui... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste fermé la porte. Ah, pardon. Ça vient un courant d'air désagréable. C'était gérer quelque chose qui s'amorçait déjà, qui était les changements démographiques considérables, l'exode rural, pour ne pas le nommer, mais d'une manière plus générale, tout ce que la PAC a accompagné ou initié, c'est-à-dire la mécanisation de l'agriculture, l'utilisation croissante d'intrants, une productivité en croissance importante, tout ça s'est accompagné par le fait qu'une population qui jusque-là était employée à l'agriculture, évidemment, s'est trouvée en surnombre et a dû, alors, soit quitter purement et simplement le domicile pour aller vers la ville, ça c'est l'exode rural, mais surtout changer d'emploi, parce qu'il n'y avait plus d'emploi pour eux. Voilà, alors ça, cette ligne-là, cette courbe-là, on la connaît, on l'a vue, on l'a vécue, on est parfaitement au courant de ça. Et il fallait accompagner tout ça. Et force est quand même de reconnaître que pendant toutes ces années, 60 et 70, 80, tout ce mouvement s'est produit globalement, sans grand désordre sur le plan social. Ça s'est fait. Bon, pourquoi? Parce que le pays, nous étions en croissance, et qu'effectivement, il y a de nouveaux secteurs, les services, qui ont absorbé cette main-d'œuvre qui était désormais en surnombre. Mais il fallait quand même gérer ça. C'était un des enjeux, mais qui n'était pas forcément annoncé comme ça. Et pourtant, c'était le cas, puisque un des objectifs de la PAC, dès sa mise en œuvre, c'était d'aller vers une concentration d'exploitation, ou une augmentation de la taille moyenne des exploitations. Qui dit augmentation de la taille moyenne, dit évidemment plus de productivité par employé, et donc forcément réduction du nombre d'employés. On sait ce qu'il en est. On a tous les indicateurs, le nombre de personnes employées, le nombre d'exploitations, la taille moyenne des exploitations, tout ça va dans le même sens. Une agriculture qui reste performante, même qui est devenue de plus en plus performante, voire trop, et un pourcentage de la main-d'œuvre employée à l'agriculture qui est autour de... Alors en France, je crois que j'ai le chiffre un peu plus loin, je crois que c'est 1,5%, quelque chose comme ça. Et même les pays qui restent, les grands pays agricoles qui sont évidemment sur cette tendance-là, comme la Pologne et la Roumanie, on n'est pas très loin, on est à 3 ou 3,5%. Tout le reste, c'est les services, l'industrie. Et derrière cet affichage, c'est ce que j'expliquais, donc c'était un objectif macroéconomique qui était à l'œuvre. Il fallait donc accompagner cette concentration des exploitations, la diminution de la population, le déversement vers d'autres secteurs, la gestion de l'eau. Bien sûr, ça ne va pas de soi, ça c'est pas nouveau, ça a toujours existé de manière plus ou moins épisodique, plus ou moins violente, etc. Mais bon, le monde agricole, évidemment, ne se laissait pas si facilement que ça manipuler. Alors là, il faut dire un mot de quelqu'un. À votre avis, qui est ce monsieur? Illustre inconnu, hein? Et pourtant, on est tous d'un certain âge, je ne pourrais pas nous vieillir trop en disant ça. Le plan Mansholt, ça vous dit quelque chose? Sico Mansholt. Alors, Sico Mansholt, vous allez entendre parler de lui, je pense, je vais vous dire pourquoi après. Sico Mansholt a été commissaire à l'agriculture dans la première commission, les deux premières commissions même, et ensuite il a même été brièvement, il a démissionné, je pense, parce qu'il y avait trop de désaccords, il a été même brièvement, un an et quelques, 15 mois, je crois, président de la Commission européenne de 72 à 73. Et ce monsieur, alors c'était le diable pour les agriculteurs. Vous vous souvenez de ça, hein? Le plan Mansholt, c'était la mort assurée de l'agriculture, on n'allait pas s'en relever, etc., etc. Ce monsieur, c'était d'abord un résistant, socialiste, travailliste hollandais, agriculteur lui-même, productiviste acharné, jusqu'au jour où il a trouvé son chemin de Damas à travers le rapport du Club de Rome, le rapport qu'on appelle le rapport Meadows, qui disait en gros, vous vous souvenez de ça, hein, je pense, je parle à des gens qui ont eu toutes ces informations en temps utile. Le Club de Rome, voilà, fait ça comme ça, a élaboré, donc un certain nombre de grands experts ont sorti un rapport qui disait, attention, on va dans le mur.
à continuer comme on continue, on épuise les ressources de la planète, et donc ils étaient même arrivés à afficher quelque chose qui était extrêmement provocateur, croissance zéro. Alors, croissance zéro, on sait bien que c'est en fait impossible. D'ailleurs, je ne sais même pas si eux-mêmes pensaient que ça serait possible, tout simplement, mais parce qu'il faut toujours de la croissance. En fait, ça c'est notre considération. Et lui, ce Psychomansol, donc, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il a eu cette révélation, il a lu les textes du Club de Rome, il a dit, bon, ça c'est vrai. Et donc, quelque part, ça l'a amené à remettre en cause tout ce qu'il avait impulsé au cours des 10-12 années précédentes. Alors, il savait bien que de toute façon, il fallait le faire, c'était sa mission. Mais il a considéré qu'il fallait absolument, au minimum, tirer la sonnette d'alarme, et si possible, même porter un coup d'arrêt à tout ça. Alors, il a écrit une lettre au président de la commission de l'époque, qui s'appelait Malfatti, qui était un Italien, pour dire il faut absolument que nous, on change notre fusil d'épaule, et qu'on arrête avec cette visée productiviste, libre-échangiste à 100%, c'était un des aspects, mais c'était surtout ce productivisme à tout craint, qui, concernant l'agriculture en particulier, évidemment on peut dire la même chose dans d'autres secteurs, pouvait nous poser problème. Alors pourquoi je dis vous allez en entendre parler? Parce que cette fameuse lettre qu'il a écrite donc, à celui qui était à l'époque le président de la Commission européenne, ce fameux Malfatti, cette fameuse lettre, le nom de Dominique Médas, ça vous dit quelque chose, hein, c'est une experte des questions sociales, quelqu'un de très en vue et très honorable dans sa position de chercheuse, même d'actrice d'un certain nombre de dynamiques de recherche. Elle a sorti récemment un bouquin sur la lettre de Psychomansol. Alors, vous allez en entendre parler, et, bon, voilà. Et je pense que ce sera quelque chose d'intéressant à lire. Alors tout ça, ça nous amène à un nouveau défi. Le deuxième, dans l'ordre dans lequel je les ai présentés, c'est que tout ça, ça a tellement bien marché, et ça on le lit partout, hein, dans tout le texte, la PAC a été victime de son succès. Ça a tellement bien marché qu'on s'est trouvé avec des productions qui, dans certains secteurs, ont été excédentaires. Tout le monde se souvient des fameux quotas laitiers, les organisations communes qui étaient mises en place, donc qui étaient la traduction de la politique agricole commune, fonctionnaient tellement bien que arrivé avec des surproductions et qu'il a fallu imposer des quotas. Alors, j'ai essayé de rechercher s'il y a eu des quotas pour le vin. Pas tout à fait, mais il y a eu quand même des mesures qui étaient prises pour limiter la production de vin, parce que sinon, surtout après 1984, après l'arrivée de l'Espagne et du Portugal dans l'Union européenne, et dans la communauté économique européenne à l'époque, on risquait de se trouver devant la même situation. Donc il fallait prendre des mesures, alors des mesures d'arrachage, des mesures de réorientation des productions, des mesures de valorisation. Je parle du vin en fait, excusez-moi, c'est un secteur que je connais pas vraiment, mais un petit peu l'introduction, même la promotion des cépages améliorateurs, etc. Tout ça, c'était les mesures qui visaient tout simplement à réguler, en tout cas maîtriser la production et l'ajuster à quoi? À la consommation, et on sait que en ce qui concerne le vin, elle est en baisse. Et d'ailleurs c'est un peu la même chose en ce qui concerne le lait pour des raisons différentes. Donc maîtriser la production, ajuster la production à la consommation et bien sûr aux possibilités du marché international. Or le marché international, il n'est pas même si la population globale est en augmentation et le niveau de vie est en augmentation aussi, mais il y a plein d'acteurs qui arrivent sur ce nouveau marché et qui sont des très bons acteurs. Hein. Du Sud, l'Australie, l'Argentine, le Chili font des vins de grande qualité et sont souvent même moins chers que ce que nous-mêmes nous produisons. Tu peux nous rappeler le beurre de Noël? Alors, le beurre de Noël, c'était 83 ou 84. Eh bien, à un moment donné, on produisait tellement que la Commission européenne a dû prendre des dispositions pour stocker le beurre en excédent et le remettre sur le marché au moment où il était le plus demandé, pour ça on a parlé de beurre de Noël, à des prix qui étaient inférieurs à son coût de production. Parce qu'il y en avait trop. Et on a parlé du beurre de Bruxelles, le beurre européen, enfin, si vous vous souvenez, ça nous remonte 40 ans en arrière, mais c'est resté... ça a suffi, semble-t-il, pour régler le problème, au moins à ce moment-là.
ponctuellement, ça n'a pas suffi pour le régler définitivement. Donc une fois qu'on a introduit des quotas, ben évidemment, alors là les agriculteurs ils n'étaient plus d'accord parce qu'on les avait poussés à produire tant et plus, et puis tout d'un coup on leur disait stop, vous produisez trop, alors on va réguler ça, tant par hectare, tant par tête, etc., etc. Donc tout ça, évidemment, c'était pas facile à gérer, c'était un vrai défi, parce que cette surproduction, qui s'exerçait aussi dans d'autres domaines, c'est le plus criant, l'histoire des quotas laitiers, mais il y a eu d'autres productions. On a parlé du riz aussi, il y avait des excédents importants de production dans le riz. Alors, d'autant plus qu'on s'est trouvé de plus en plus en concurrence avec des gros producteurs de riz, sans même parler de la Chine, mais un pays comme la Thaïlande est un gros exportateur de riz. Même un tout petit pays comme le Cambodge exporte du riz de très bonne qualité à des prix défiant toute concurrence. Donc on s'est trouvé avec des surproductions céréalières et laitières qu'il a fallu réguler. Donc tout ça, ça nous amène, alors je passe rapidement, hein, mais disons qu'en gros, c'est ça la situation devant laquelle on s'est trouvé dans les années 90, qui ont amené donc, dans les années 2000, à une inflexion majeure. On s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. Alors les quotas, il a fallu les supprimer progressivement, parce que si on les avait supprimés d'un coup, ben, la production aurait explosé à nouveau. Donc ils ont été supprimés définitivement en 2014, 2013 ou 2014. Donc vous voyez, ça a mis 20 ans quand même, hein, ou 25 ans avant qu'on revienne sur cette disposition. Et ensuite, bon, le marché s'autorégule aussi quand même. Hein, donc apparemment les quotas n'étaient plus nécessaires. S'ils l'avaient été, ben, ils auraient été sans doute maintenus, aux grandes dames sans doute des producteurs, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors le tournant des années 2000 donc, a conduit à une inflexion majeure. Une première inflexion, en fait je vous l'ai dit, des réformes de la PAC, il y en a eu en permanence, mais cette inflexion s'est marquée surtout par l'introduction de ce qu'on a appelé le deuxième pilier. Dans les deux piliers de la PAC, il y en a un premier qui est l'aide à la production, et un deuxième qui est non plus l'aide à la production, mais l'aide aux producteurs. Je schématise, et je résume en gros, hein, mais c'est ça. Donc du coup, on a, là où on avait autrefois un truc qui s'appelait le FEOAGA, Fonds européen d'orientation et d'aide et de garde, FEOGA, Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. On est désormais un FEAGA et un FEADER, dont les deux piliers ont été marqués par la dissociation de la PAC en deux grands courants, si vous voulez, deux grands programmes, ensemble de programmes, il faut le dire, qui visaient donc l'un, comme toujours quand même, on en est resté là, à soutenir la production, il ne fallait pas quand même laisser tomber les agriculteurs, et puis quand même le spectre de l'insécurité alimentaire, il n'a jamais complètement disparu. En gros, on était à peu près tranquille, on savait qu'on avait de quoi manger, mais quand même il y avait toujours ce reste de ce qu'on a vécu pendant les guerres et dans les premières années de l'après-guerre. Donc, est-ce qu'on a assez? Donc, il fallait continuer quand même à soutenir la production pour être sûr qu'au niveau, dans l'ensemble de l'Europe, malgré la mise en place de l'OMC, évidemment, qui a bouleversé pas mal les règles du jeu, il fallait quand même soutenir la production. Et puis surtout, à ce moment-là, on a commencé les effets de la réflexion du Club de Rome, du Sycomansol, etc. ont commencé. L'émergence, la montée des courants écologistes, hein, souvent critiqués, on ne s'en prive pas, nous ici, me semble-t-il, mais qui ont quand même eu aussi un certain nombre de vertus, c'est de pointer les dérives et les excès vers lesquels on allait. Et l'agriculture était en première ligne là-dessus. Donc tout ça, ça a correspondu à une première prise de conscience qui était que non seulement il fallait peut-être qu'on produise moins, mais surtout qu'on produise mieux, aussi bien pour des raisons, pour des questions de santé que pour des questions d'environnement, les deux choses étant bien entendu tout à fait liées. Alors cette mutation de la PAC, donc on va dire c'est le troisième défi, hein, c'est gérer les transitions, donc qui s'est marqué par des réformes. Alors il y a eu plein de réformes, mais les plus marquantes sont celles de 2003 et de 2013. Donc on a découplé la
les aides entre la production elle-même et les aides à la personne. Donc on a voulu soutenir le revenu des agriculteurs, plutôt que leur production au sens strict. Et surtout, sont apparus à ce moment-là des systèmes, des critères de conditionnalité. Alors, ça marche pas, il y a des règles, Sont-elles respectées? Les contrôles sont-elles suffisants? Bien évidemment, les agriculteurs trouvent toujours qu'ils sont excessifs. En tout cas, c'est ce qu'on entend et ce qu'on lit souvent. On peut aussi considérer, d'autres considèrent, sans doute avec des raisons qui ne sont pas suffisantes, mais n'empêche que cette conditionnalité des aides est apparue comme une donnée nouvelle dans la conception de la politique agricole, à travers des nouvelles normes. Trop de normes, pas assez de normes. Qu'est-ce que la norme? Bon. A-t-on besoin de normes? Évidemment oui. Bien. Et ces normes doivent être aussi adaptées, ajustées. Je rappelle juste, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour ne pas vous encombrer avec ça, mais que dans la loi européenne, la directive qui est l'archétype, qui est l'essentiel de la loi européenne, c'est un texte qui est ensuite transcrit dans les États membres, chaque État membre ayant une certaine marge de manœuvre pour le transcrire, c'est-à-dire l'introduire dans son propre arsenal législatif, sous des conditions et sous des formes qui correspondent à sa situation propre. C'est ensuite la Commission qui vérifie et qui dit, oui, ok, la loi du 7 juillet 2018, qui transcrit telle directive, qui en général a été prise un an ou deux avant, correspond et respecte l'esprit et la lettre. Bon. Donc il y a tout ça, alors, les États le font chacun à leur manière. On a tendance à dire qu'en France, on fait beaucoup de surtransposition, c'est-à-dire qu'on va au-delà, parfois. Alors, c'est bien, c'est mal, ça, chacun peut en juger, mais le fait est que c'est assez fréquent que quand l'Union européenne impose, je sais pas, une norme à 100, ben, tout le monde dit on va faire 120, bien sûr. Et puis après, le problème c'est qu'après, quand on doit faire machine arrière, là, ça devient aussi plus compliqué. Mais vous voyez, par exemple, dans la réforme de 2003, apparaît pour la première fois la notion de bien-être animal. C'est un élément qui, jusque-là, était absent des préoccupations, en tout cas des préoccupations telles qu'elles s'exprimaient dans les textes. En tant qu'être sensible, donc c'est une formulation qui, désormais, qui me paraît être une évidence, 20 ans plus tard, qui n'était pas forcément à l'époque. Bien sûr, alors, tout ça, ça va avec une politique de développement rural pour freiner l'exode rural, pour veiller à ce qu'une meilleure répartition des activités économiques sur l'ensemble des territoires. On a toujours eu la volonté, enfin toujours, pas toujours, non, disons depuis la fin des années 90, la volonté de réduire ce qui apparaissait à beaucoup, peut-être à juste titre comme un scandale, c'est le fait que l'aide à l'hectare, ben, ça favorisait qui? Les grandes exploitations, ce qui est normal, parce que ce sont aussi les plus performantes, dans une optique productiviste et quantitative. Mais au détriment des petites exploitations familiales. Donc il y a eu, depuis toutes ces années, à travers toutes ces réformes, une série de mesures pour rendre compte de cette situation particulière des agricultures qui sont soit isolées, soit enclavées, soit qui sont en zone de montagne, par exemple, et surtout pour rémunérer, est-ce bien fait ou mal fait, on peut en juger, puis il faudrait évidemment creuser le sujet beaucoup plus que je ne peux le faire, mais la volonté, c'est quand même de rémunérer ou de rendre aux agriculteurs une compensation pour le service écologique qu'ils rendent à la population. Gestion de l'espace, entretien des prairies, alors il y a des choses qui sont très marquantes. Sur l'élevage de montagne, par exemple, c'est très clair, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est quand même, la volonté, elle est clairement affirmée. On sait que le pâturage de montagne, bon, c'est plutôt une bonne chose quand même, hein. D'autant plus qu'on s'aperçoit maintenant que les prairies rendent un service écologique au moins équivalent, certains disent même supérieur, à celui des forêts, en ce qui concerne l'absorption de carbone. Donc tout ça, ça méritait d'être pris en considération, et ça se traduit effectivement à travers les textes, même si il a fallu aussi baisser les prix garantis, au moins pour certains produits, parce que les prix garantis, ben, ça veut dire qu'il y avait la surproduction, qu'il y avait des gens qui se gavaient, au détriment de l'intérêt général. Donc tout ça, c'est l'esprit des réformes de 2003 et 2013. Alors, bon,
on peut dire qu'il était temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même des contrôles qui n'étaient pas si importants que ça, donc qui paraissaient trop faibles. Donc un certain nombre de fraudes. Une fraude, c'est toujours une de trop, mais il n'y avait quand même pas forcément tant que ça. Alors nous en France, on était quand même assez mal placés. La prime à la vache allaitante en Corse, hein, on sait ce qu'il en a été, bon, c'est assez connu. Ceux qui vont souvent en Corse, tu vas avoir enquêté là, peut-être, Émilie, non? Donc, des fraudes, il y en avait. Faiblesse des contrôles, un déséquilibre massif qui se maintenait quand même en faveur des gros exploitants. Il y a un truc que j'ai découvert, je crois que c'est dans la fiche Wikipédia sur la PAC, qui est mal faite d'ailleurs, mais qui dit que le remboursement des fraudes se faisait par l'État et non pas par les exploitants. Moi, je suis tombé un peu de haut, mais bon, Wikipédia le dit. Wikipédia, en général, il y a des choses assez vérifiées, mais j'étais un peu surpris de leur ça. Je me suis dit, tiens, je vais leur donner cet élément-là, ça va les allumer. Ça va les amuser, pardon. Et donc, finalement, le défi le plus redoutable, celui auquel on est confronté en permanence, c'est d'arriver à naviguer entre les intérêts des acteurs économiques. Bon, les acteurs économiques, on a vite fait le tour, hein, c'est des trucs énormes, bien sûr le monde agricole, et le monde agricole, y compris les industries agroalimentaires, qui pèsent de tout leur poids. Et on sait que le monde agricole, je ne sais pas pourquoi, je lis souvent dans les textes que les agriculteurs sont mal vus, méprisés, mal considérés. Vous avez cette impression-là? Moi, j'ai vraiment l'impression du contraire. Hein. J'ai l'impression qu'au contraire, en tout cas en France, et sans doute est-ce le cas aussi ailleurs, les paysans, c'est un peu une figure presque emblématique, hein, une figure tabou. Quand les agriculteurs se mettent en colère, ben, on a plutôt tendance à dire « Oh, attends, on va se garer, ils ont sûrement raison. » Ils n'ont pas toujours raison. Désolé, il y a des textes qui circulent qui montrent que c'est souvent, les mouvements d'agriculteurs sont souvent emmenés par ceux qui sont les plus gagnants à ce que surtout rien ne change, et d'autres qui, au contraire, auraient intérêt à ce que les évolutions s'affirment dans le sens que j'ai indiqué, c'est-à-dire une agriculture plus respectueuse et plus tournée vers le souci des revenus des exploitants que vers l'importance des productions. Ces gens-là se laissent un peu manipuler. Bref, le monde des consommateurs qui pèse son poids aussi. Qu'est-ce qu'on veut, nous? Le consommateur lambda, il veut payer son beurre moins cher, son lait moins cher, sa viande moins chère. Et après, après, c'est dans un second temps qu'on se dit, oui, mais si elle est moins chère, c'est parce qu'elle a été produite dans des conditions qui, peut-être, mériteraient d'être regardées de plus près. Mais le monde des consommateurs pèse son poids. Et puis, il y a bien sûr tous les groupes de pression qui interviennent aussi dans ce débat-là, dont certains défendent des intérêts qui sont des intérêts moraux. On pense aux associations d'écologistes, donc pas d'intérêts financiers directs, qui défendent des intérêts moraux, qui sont parfois contradictoires d'ailleurs. La preuve, c'est que les associations de consommateurs et les associations de militants tirent la charrue dans des sens un peu contradictoires. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier un acteur politique majeur, qui est le Parlement. Je parle du Parlement européen, qui maintenant, où on a quand même toute une frange d'eurosceptiques, voire d'europhobes déclarés, qui, même s'ils n'ont pas la majorité, ont un pouvoir de nuisance et conduisent parfois à revenir en arrière sur des mesures qui ont pu être prises, qui semblaient des mesures tout à fait louables. Alors, s'ajoute aussi, bien sûr, à tous ces éléments-là, une nouvelle donnée qui est tout à fait redoutable, c'est le grand élargissement de 2004, qui a amené dans l'ensemble européen donc des pays qui, pour certains, étaient des grands pays agricoles et qui avaient aussi, qui devaient suivre le même processus que ce que nous avions suivi 50 ans auparavant. Alors une notion qui devient centrale désormais, c'est celle de durabilité. On parle d'agriculture, ça figurait dans le titre que nous avions retenu d'ailleurs pour cet exposé, si j'avais présenté dans le cadre de l'université d'automne, la notion de durabilité, qui est, on dit aussi soutenabilité parfois, disons durabilité, c'est une notion qui nous convient à peu près à tous, qui trouve son aboutissement ici, dans le pacte vert pour l'Europe, donc qui a été présenté par Ursula von der Leyen, alors qui était un ensemble de propositions qui balayait tous les secteurs, et pas seulement le secteur agricole. Il s'agissait, vous vous en souvenez, d'aboutir à la neutralité climatique, c'est-à-dire la compensation intégrale des émissions
de carbone en 2050. C'est un objectif quand même extrêmement ambitieux. Alors, ça, c'est des concepts que j'ai trouvés dans un texte de l'OFCE, que j'ai repris, mais franchement, le métabolisme économique, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais peut-être que Christian pourra nous expliquer. Le système de support, le système vital, bon, tout s'en passe, parce que c'est des analyses très pointues. Mais concernant l'agriculture, le principal axe de ce pacte vert pour l'Europe, c'était le programme From Farm to Fork, de la fourche à la fourchette, donc qui concernait exclusivement l'agriculture, qui visait donc à renforcer la durabilité de la chaîne alimentaire, revoir le modèle de consommation, garantir la sécurité alimentaire et la sécurité des approvisionnements en cas de crise. Donc c'était assez bien vu, hein. Quand on a eu la guerre en Ukraine après, on s'est dit, ben, finalement, elle a visé juste là, parce que le pacte vert, il est sorti en octobre 2020, si je ne me trompe pas, et la guerre en Ukraine s'est déclarée un an et demi plus tard. Donc garantir la sécurité alimentaire et les approvisionnements, vous voyez que cette notion de sécurité alimentaire, elle est toujours quand même latente. Et puis, bien sûr, en cas de crise de toute nature. Parce qu'en octobre 2020, par contre, on était dans le Covid. Donc, garantir la sécurité de nos approvisionnements à ce moment-là, c'était pas un vain mot. Et puis, bien sûr, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a droit à toutes sortes de manifestations. Voilà, ça c'est un petit dessin rigolo que j'ai trouvé quelque part. Et d'où ce quatrième défi, donc, qui n'est pas le moindre, sur lequel je vais conclure, qui est l'émergence de ces nouvelles notions, inconnues jusqu'ici, la sécurité alimentaire, bientôt suivie de souveraineté alimentaire. On parle aussi de souveraineté alimentaire. Il faut qu'on soit souverain dans notre autosuffisance alimentaire. Et bien sûr, la notion de durabilité. Alors, la question c'est maintenant comment reconstruire en peu de temps un réseau de relations commerciales. On ne parle que de l'agriculture là, parce que c'est quand même... L'Union européenne est le premier exportateur mondial. Hein. Donc on est un acteur majeur sur le plan des produits agricoles. Oui, pardon, je vous l'ai mis là. Ce qui fait que les projets qui jusqu'ici étaient un peu controversés se voient offrir peut-être, c'est en discussion, des nouvelles opportunités. Le Mercosur, sur lequel la France est dans une posture d'opposition, alors que les Allemands sont favorables, on sait très bien pourquoi. On craint des concurrences, on craint l'arrivée de produits qui vont nous concurrencer indûment, etc. Alors que les Allemands ont une opportunité pour vendre leur voiture en trompe. Je caricature, je simplifie évidemment en outrance. Mais en gros, c'est ça. Or, aujourd'hui, on se dit, ah ben tiens, le Mercosur, finalement, pourquoi pas, hein, parce que si les marchés nous sont fermés du côté des États-Unis parce que Trump met 15, 20, 25, 50% de taxes, on ne sait jamais avec lui où ça va aboutir, ben, peut-être qu'il y a d'autres marchés qui nous seront plus favorables, mais évidemment, qui dit marché où on veut vendre, dit aussi marché qui va sans doute vouloir nous vendre à nous aussi. Donc le Mercosur. Et alors je vous ai mis un mot là-dessus parce que c'est une information que j'ai eue dans un des bulletins que je reçois. Alors le commissaire européen au commerce, Šefčovič pour le nommer, était récemment en Indonésie et il a signé un accord de partenariat qui n'est pas encore validé mais qui a toutes les chances de l'être avec l'Indonésie qui est un grand pays. Ça participe de cette même réflexion, hein, comment trouver de nouveaux partenaires. Si on ne travaille plus avec l'Amérique, du moins sur le plan des productions agricoles comme on le faisait avant, c'est-à-dire qui allons-nous tourner? La Chine, ça on le souffre, on le sait, ils sont là, mais bon, on ne peut pas les rayer d'un trait de plume. Mais on évite un peu l'Inde aussi, je remarque, alors que jusqu'à présent l'Inde c'était quand même un pays qu'on voyait plutôt de manière favorable. Alors l'Indonésie, c'est un projet très avancé, il va aboutir à quoi? Il va aboutir par exemple, alors c'est évidemment la critique qui est faite immédiatement, nous bien sûr on va avoir un nouveau débouché, mais de l'autre côté les Indonésiens disent désolé mais nous on a aussi des productions qu'on voudrait bien vous vendre, par exemple de l'huile de palme. Et qui dit huile de palme, vous avez eu ici même une conférence sur le sujet avec un malheureusement j'étais absent, mais qui a dit je pense l'essentiel sur le sujet, ben, l'huile de palme c'est bien gentil, mais dans les conditions actuelles de production, c'est une catastrophe écologique. Hein, les orang-outans ne nous remercient pas. C'est pas ce qu'elle a dit. Ah non, c'est l'inverse. Je parle de Bruno Rapidel,
qui est intervenu l'année dernière ici. Oui, on était là. Oui. C'est à peu près ce qu'il disait, non? C'est pas ce qu'il a dit. Alors tant mieux. Non, j'ai le tort de parler d'un truc où j'étais même pas là. C'est le contraire. Si, il a dit le contraire? Oui, alors tant mieux. Alors tant mieux. Le fait est en tout cas que le partenariat avec l'Indonésie, c'est quelque chose qui évidemment tout de suite a fait dresser l'oreille à certains en disant oui, mais attention, on va peut-être accepter d'importer des produits qui ne correspondront pas tout à fait à nos normes, etc. etc. Bon. Tout ça est compliqué, surtout si on oublie que l'agriculture, c'est aussi peut-être avant tout une culture. Voilà, je vous remercie. Bravo.